Ok, mon nom c'est Jean-Philippe Lebleu. Je suis avec le Comité pour la République du Canada depuis déjà 13 années. J'ai donné un compte rendu politique pour ouvrir pour la présentation de Jason Ross par la suite. Jason Ross qui est avec le Comité d'action politique de Lyndon LaRouche aux États-Unis pour faire une présentation sur la conception de l'économie physique. En général, évidemment, on va parler de plusieurs enjeux. Et tout d'abord, je pense que c'est un bon moment pour situer la présentation dans le contexte international. Ce qui se passe maintenant, c'est qu'on a eu hier et avant-hier, on a eu des célébrations pour en fait commémorer la victoire des forces alliées contre le fascisme d'Adolf Hitler, le 8 mai 1945, donc ça fait 70 ans. On a des manifestations en Russie, aux États-Unis, ici aussi, même des manifestations auxquelles on a participé, on a pu parler aux gens de la situation. Si on retourne un peu plus en arrière, le 24 avril, c'était la commémoration du centenaire du génocide arménien, auquel on a eu évidemment aussi beaucoup d'interventions au Canada, à Toronto, à Montréal. Et je pense que le point dans tout ça, si on se limite à simplement se rappeler ces événements-là ou simplement reconnaître, comme dans le cas du génocide arménien, qui n'est pas reconnu par tous les pays, un génocide qui a tué environ, on parle de 1,2 million d'Arméniens, et quand on parle de la Deuxième Guerre mondiale aussi, évidemment, on parle de plusieurs millions de personnes qui ont été tuées dans ces événements-là. Le problème, c'est que si on peut juste s'en rappeler comme ça, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant de juste avoir une note de bas de page dans votre encyclopédie ou même dans votre esprit. Et la vraie situation, c'est qu'il faut s'assurer que ces événements-là ne se reproduisent pas. Et je pense que c'est là où le mouvement LaRouche joue un rôle clé. C'est-à-dire que, en fait, il faut regarder non pas simplement les actions des dirigeants, ceux qui dirigent les nations, les gens qui s'occupent d'institutions internationales, mais il faut aussi regarder les actions de la population, à savoir est-ce qu'on a une position pour éviter ce genre de génocide, ce genre de politique de dépopulation, ou est-ce que c'est pas le contraire, est-ce qu'on ne va pas se rapprocher d'un nouvel événement. Donc, je vais commencer avec un sujet que le mouvement LaRouche couvre depuis déjà plusieurs années. Comme vous voyez ici, on est dans une campagne pour éviter un danger de guerre nucléaire entre les États-Unis et la Russie. Il existe beaucoup de prétextes pour faire une guerre nucléaire, notamment avec la situation en Ukraine, dont je vais parler un peu plus. M. LaRouche parle en fait de ce danger-là depuis déjà un bout de temps. En 1999, M. LaRouche a produit un documentaire qui s'appelait « Tempête sur l'Asie », qui a bien démontré en fait tout le rôle de créer ce qu'on appelle un arc de crise autour de l'ancienne Union soviétique, afin de vraiment empêcher les Russes de créer en fait un contrepartie politique dans la situation internationale et de vraiment détruire la Russie une fois pour toutes à travers une énorme politique de déstabilisation. Et plus récemment, avec les politiques de l'OTAN, où on a poursuivi le financement du terrorisme sous différents terroristes islamistes ou néo-nazis, comme on va voir sur l'Ukraine, mais aussi la création de systèmes de défense antimissiles en Europe. Les Russes, dès 2012, ont lancé des avertissements en disant « vous ne pouvez pas faire ça, pensez qu'on va juste fermer les yeux ou accepter que vous mettiez des missiles près de la frontière russe ». Donc, depuis ce moment-là, la tension nucléaire est à son max. Et vous avez un article qui a été publié dans le New York Times de quelques semaines, le 19 avril, écrit par deux généraux, le général américain James Cartwright et en collaboration avec le major général retraité russe Vladimir Dvorkin. Donc ces deux généraux-là, je vous donne le détail, mais James Cartwright, c'est l'ancien commandant du US Strategic Command et ancien vice-président du comité des chefs d'état-major interarmés. Et Vladimir Dvorkin, c'est l'ancien négociateur des traités de désarmement
et hauts responsables de la défense. Donc en fait, l'argument est assez simple, c'est qu'on est encore dans une situation où on a des vieilles politiques de la guerre froide, mais plus que ça, on a deux dirigeants, c'est-à-dire Vladimir Poutine et Barack Obama, qui ont, surtout à cause de Barack Obama et de sa politique, ont décidé de se tourner le dos. Et le problème, c'est que si on avait une simple erreur technique du point de vue militaire, imaginez les États-Unis qui font un test de missile ou l'OTAN fait un test de missile près de la frontière russe, les Russes interprètent mal l'exercice ou pensent à une attaque potentielle, les Russes lancent leur missile et c'est la fin de l'espèce humaine. Donc c'est la politique qu'on appelle lancement sur alerte. Donc, et c'est en fait un danger qui avait été amené plus récemment au mois de janvier, en fait, janvier 2015, par Ted Postal, qui lui expliquait qu'en 1995, on avait eu ce type de potentiel danger où la Norvège avait fait un test de missile à haute altitude. Et les Russes auraient pu comprendre ça comme étant une potentielle attaque, une potentielle tentative de aveugler les systèmes de radar et de défense de la Russie. Mais à l'époque, en 1995, les États-Unis et la Russie s'entendaient beaucoup mieux qu'aujourd'hui. Donc le temps de réflexion plutôt après le lancement du missile est beaucoup plus long. On se parle, on dit qu'est-ce qui se passe, ok, et là on se calme. Mais aujourd'hui, selon ces deux généraux-là, la situation diplomatique est tellement mauvaise que le temps de réaction est trop court. Avec une simple erreur, on pourrait avoir justement une attaque nucléaire en fait, que personne ne voudrait voir. Évidemment, une des raisons pour lesquelles les Russes sont très nerveux à cause des États-Unis et de l'OTAN, ça concerne la situation en Ukraine. Où vous avez, depuis le fameux Euromaïdan, le coup d'État en Ukraine, vous avez des factions ultra-libérales, du point de vue économique, et vous avez de plus en plus présents dans l'armée ukrainienne, parce que les Ukrainiens, beaucoup de gens d'Ukraine, en fait, pourraient participer à l'armée, se sauvent, quittent le pays, et on se retrouve avec des milices, en fait, d'extrême droite, avec le parti Svoboda et le parti secteur droit, qui, en fait, deviennent les seules troupes vraiment dévouées à l'Ukraine, en fait, dévouées au fascisme du passé ukrainien, avec des personnages comme Stepan Bandera. Là, vous voyez, c'est une manifestation. Stepan Bandera est un ancien collaborateur nazi ukrainien qui avait aidé à commettre on parle de plusieurs dizaines de milliers d'Ukrainiens qui avaient été massacrés à l'époque, dans le contexte où justement l'ennemi était les Juifs et les Moscovites, donc les gens de Russie. Donc, aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de doute, et heureusement, plusieurs médias, plusieurs gouvernements, dont la Pologne, commencent à reconnaître que oui, on a affaire à des groupes néo-nazis dans le gouvernement ukrainien. Et le problème, c'est que plus récemment, les États-Unis et le Canada ont décidé d'envoyer des troupes là-bas pour enseigner, pour former les soldats, en partie néo-nazis, pour combattre justement la Russie. Ça va un petit peu plus loin que ça. Certains d'entre vous se rappellent peut-être Mme Victoria Nuland. Je pense que c'est important d'expliquer son rôle pour comprendre le rôle des États-Unis et en fait la faction néoconservatrice qui est toujours vivante à travers Barack Obama. Mme Victoria Nuland, qui est l'assistante principale de John Kerry maintenant, secrétaire d'État, et qui avait été, il y a eu un fameux scandale récemment où une de ses conversations téléphoniques avait été interceptée avec l'ambassadeur américain en Ukraine, et dans laquelle elle a élaboré sur son plan justement de créer le nouveau gouvernement ukrainien avec un mélange, comme je disais, de gens, des ultralibéraux prêts à imposer à l'Ukraine les demandes du FMI, de la Banque centrale européenne, donc de couper dans l'ordre, d'avoir une politique d'austérité propice ou
toujours associé avec les conditionnalités du Fonds monétaire international, donc l'évaluation de la monnaie, coupure dans les pensions, prix d'énergie qui monte, etc. C'est important de comprendre que Mme Victoria Nuland était l'une des assistantes principales au niveau de la politique étrangère de Dick Cheney, qui était si vous pensez que George Bush Jr. était mauvais, Dick Cheney, dans une autre vie, était un cannibale, je ne sais pas, mais c'était vraiment le personnage malfaisant de l'administration Bush Jr. pendant 2 termes. Donc, madame était l'assistante principale de Dick Cheney. Son mari, le mari de Victoria Nuland, est un nommé Robert Kagan. Robert Kagan, qui était un des architectes de la politique intitulée Projet pour un nouveau siècle américain en 1998, et qui est en fait la politique des néoconservateurs qui visait à créer un conflit ou un événement quelconque permettant justement une hégémonie américaine militaire. Donc on se rappelle le 11 septembre. Tout de suite après ça, on a eu une tentative d'invasion de la planète au complet. Et Mme Nuland, le lendemain des attentats du 11 septembre, elle était ambassadrice, conseillère d'ambassadeur à l'OTAN. Et elle a dit aux gens de l'OTAN, vous devez poursuivre, vous devez vous conformer à l'article 5 de la Convention de l'OTAN qui dit que tout le monde de l'OTAN doit en fait, se joindre aux États-Unis parce qu'il y a eu une attaque et donc vous n'avez pas le choix de vous joindre à nous. Donc, heureusement, ce qui s'est passé, on a eu je pense que c'était l'Espagne. On avait eu les États-Unis, l'Angleterre et l'Espagne qui essaient de mener la guerre et tout le monde riait d'eux un peu au début. Mais c'est pour donner l'idée que cette femme-là, c'est pas juste une bureaucrate quelconque, c'est vraiment une idéologue néoconservatrice qui est encore dans l'administration actuelle. Et son rôle, c'est vraiment le conflit. Son rôle, c'est on fait une guerre, on tente justement d'imposer, non pas juste une hégémonie américaine, mais d'imposer en fait un régime où le développement est impossible. Mais là, on parle de ressusciter des néo-nazis. Donc, pour ceux qui se rappellent la fameuse expression plus jamais ou never again, qu'est-ce que la population va faire contre ça? C'est là en fait la question. Donc, vous avez un coup d'État en Ukraine, vous avez des néo-nazis qui font partie du pouvoir, qui sont maintenant une partie importante de l'armée ukrainienne. Et là, vous avez les forces des États-Unis, du Canada, qui commencent à entraîner ces soldats-là. Ce qui nous amène en fait à la question de l'Ukraine et aussi à la question économique. Je vais prendre un exemple. On a démontré un bon exemple récemment en comparant la Grèce avec l'Ukraine. Donc, la réaction des forces occidentales par rapport à ces deux problèmes-là, c'est-à-dire le problème militaire de l'Ukraine et le problème économique de la Grèce. Parce que si on se rappelle les récents événements, le gouvernement grec s'est mis maintenant un nouveau gouvernement avec le parti Syriza et le parti des Grecs indépendants, qui mène maintenant une campagne pour ne pas payer la dette grecque, en fait pour même réorganiser toute la dette de l'Europe, ce qui est vraiment une stratégie fort louable. Et aussi, comme je l'ai discuté plus à la fin, de se joindre à la mobilisation des BRICS, donc Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, pour en fait que la Grèce devienne une espèce de passage pour le développement de toute l'Europe à travers la mobilisation des BRICS pour le développement industriel et des infrastructures. Mais ce qui s'est passé, c'est que, en fait, la Grèce essaie de jouer diplomatique, c'est pas des anarchistes. Donc, ils disent, on va voir l'Europe et on va voir l'Allemagne. Ils disent, l'Allemagne, calmez-vous le pompon, donnez-nous un petit sursis, aidez-nous à payer la dette. On va vous aider un peu, on va en payer un peu. Et là, l'Allemagne dit non, vous devez payer tout ça maintenant, on ne joue plus avec ça. Mais de l'autre côté, quand on regarde le cas de l'Ukraine,
qui est vraiment dans une situation économique impensable. Est-ce que l'Ukraine va recevoir de l'argent? Si on se base sur le cas de la Grèce, on dirait non, mais c'est le contraire. L'Ukraine reçoit un appui financier du Fonds monétaire international. On parle d'une première tranche de 5 milliards de dollars et un montant total de 17,5 milliards de dollars. Pour aider l'économie ukrainienne? Non. Pour aider en fait l'armée ukrainienne à se mobiliser et avoir les armes nécessaires, avoir la logistique nécessaire. Et le Fonds monétaire international continue d'imposer sa politique de conditionnalité d'évaluation de l'argent, imposer ce qu'il appelle une responsabilité financière, donc de couper dans le gras. Et ça veut dire couper les pauvres et les personnes âgées en général. Dans un pays comme l'Ukraine, les Ukrainiens connaissent l'hiver. Ils commencent à jouer avec le prix de l'énergie, par exemple, vous allez avoir des gens qui vont mourir de froid. Dans un pays, en fait, qui peut se développer très rapidement, qui était dans une bonne position économique avant le conflit qu'on connaît. Alors, je ne sais pas si j'avais une photo. Donc, ça, c'est un des articles sur le site de notre mouvement français de France. Donc, pas un sou pour la Grèce, mais un chèque en blanc pour l'armée de l'Ukraine. Donc, vous avez une politique hypocrite du point de vue des nations transatlantiques, où on tente supposément d'aider le peuple ukrainien et en même temps d'avoir une politique très dure contre la Grèce, où la Grèce doit payer sans discussion. Toujours sur le cas de l'Ukraine, ce qui s'est passé récemment et qui nous ramène au point de départ sur la question de génocide et de dépopulation, c'est qu'on a eu, en fait, les forces néo-nazies dans le gouvernement ukrainien sont en train, en fait, de tenter de réécrire l'histoire. La manière dont ils font ça, c'est que, par exemple, le 9 avril cette année, ils ont passé une loi, ou plutôt où en fait, on a passé le mémo, comme quoi on allait réécrire l'histoire et en fait associer le communisme de la Russie, de l'Union soviétique, avec le nazisme. Comme quoi en fait, l'invasion nazie d'Ukraine, ça ne s'est pas vraiment passé, c'était surtout les soviétiques qui nous ont envoyé. C'est eux qui étaient le vrai problème. Et qu'aujourd'hui, tout symbole pro-soviétique est tout à fait interdit. Donc là, les gens ont déjà entendu le terme de révisionnisme. Ben, c'est ça. On essaie de cacher un fait historique d'une ampleur comme l'invasion des nazis en Ukraine. Là, vous avez un énorme problème. Et qu'en fait, la direction du gouvernement ukrainien se tourne vers un conflit avec la Russie, coûte que coûte. Et une de nos collaboratrices en Ukraine, une dénommée Nathalie Vitrenko, ancienne députée ukrainienne, qui, en fait, même avant la création de l'Euromaïdan, du coup d'État ukrainien, était très vocale, dénonçait beaucoup les factions néo-nazies, les politiques du FMI en Ukraine, et a même été plus récemment en Europe témoigner sur la montée du nazisme en Ukraine. Ça m'a fait capoter plus d'un. Elle était sous le gouvernement italien, elle était au Parlement européen pour alerter les gens là-dessus, comme quoi l'Europe est en train d'appuyer des néo-nazis. Quand vous êtes allemand ou français ou italien, vous devriez allumer comme quoi il y a quelque chose de très dangereux dans tout ça, basé sur justement l'expérience de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, Mme Vitrenko, qui maintenant, en fait, est dans une situation comme d'autres politiciens, dans une situation de vie ou de mort. Parce que Mme Vitrenko était récemment attaquée comme étant un agent russe qui reçoit de l'argent du gouvernement russe pour faire de la propagande contre le gouvernement. Et là, le gouvernement ukrainien commence à créer ces espèces de termes très généraux, ennemis de la nation. Vous êtes un ennemi de la nation si vous faites des propagandes
pro-russes, des choses comme ça. Et on a eu récemment, plusieurs personnes se rappellent, récemment dans les médias, on parlait d'un assassinat politique en Russie. Malheureusement, j'ai oublié le nom de la personne, mais ça fait peut-être un mois et demi de ça. Où un supposé opposant de Vladimir Poutine avait été assassiné récemment en Russie. Tous les médias, tout de suite, c'est Poutine qui a organisé ça, pas besoin de preuves, pas besoin d'enquête, on sait que c'est Poutine. Mais pendant ce temps-là, il y a en fait plusieurs assassinats qui sont en train de se produire en Ukraine même, et personne ne parle de ça. Il y a eu des assassinats d'un journaliste et d'un politicien. Plusieurs morts aussi, des morts douteuses. Est-ce que c'est un suicide? Est-ce que c'est un mal de foie qui a tué la personne? Donc, situation assez... une politique de loi martiale en Ukraine qui s'impose graduellement et en fait, qui est ignorée par les médias ou les gouvernements de l'Occident maintenant. Tantôt, j'avais parlé du cas de la Pologne où on commence à réaliser avec les photos qui circulent, comme cette photo-là qui circule beaucoup sur Internet. Si vous avez des drapeaux néo-nazis, il n'y a pas besoin de faire 2 plus 2 égale 4. Voilà. Donc l'Ukraine est sûrement un des prétextes le plus présent pour en fait démarrer une guerre nucléaire. Il y a d'autres prétextes. Le nouveau prétexte, en fait, pour continuer la déstabilisation de la région du sud de la Russie, c'est la situation au Yémen, dont certains ont entendu parler un peu. Où là, la tentative est en fait de détruire les factions républicaines du Yémen, les factions yéménites, mais aussi de mettre le blâme sur l'Iran. On se rappelle que l'Iran vient tout juste de signer avec, dans la discussion, qu'on appelle le P5 plus 1, donc le Conseil de sécurité de l'ONU avec, je crois que c'est l'Allemagne, ou avec l'Allemagne, qui ont fait une entente sur le programme nucléaire iranien. Une grosse percée, l'Iran qui avait certaines contraintes nucléaires. En fait, tout le monde était content de l'accord en général, ce qui donnait le potentiel à l'Iran d'utiliser l'énergie nucléaire pour le développement économique. Donc, impossible pour l'Iran maintenant de faire une bombe. Il y a beaucoup de restrictions sur l'enrichissement de l'uranium, des choses comme ça. Mais tout le monde était bien content. Mais là, on a maintenant, ce qu'on essaie de dire avec le conflit du Yémen, c'est qu'on dit que, en fait, l'opposition au gouvernement actuel, ce qu'on appelle le groupe des Houthis, avec leur faction militaire Ansarullah, qui serait supposément appuyée par l'Iran, étant tous deux de dénomination musulmane chiite. Et ce qui se passe là-bas, c'est qu'en fait, ce qui est assez étonnant, c'est que vous avez les forces Houthis, vous avez le gouvernement actuel qui est une marionnette saoudienne, vous avez, on a entendu parler des fameux bombardements de la capitale de Yémen, la capitale de Sanaa. Vous avez de plus en plus d'institutions internationales qui commencent à dire qu'on a vraiment un problème humanitaire là-bas, les hôpitaux, les écoles bombardées et tout ça, par l'Arabie saoudite, avec de l'équipement britannique et américain. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les Houthis, depuis quelques mois, ont vraiment réussi à pousser l'État islamique, pas tout à fait en dehors du pays. L'État islamique a connu, peut-être la première fois en 4 ou 5 ans, une vraie défaite au Yémen, grâce aux actions Houthis, qui sont appuyées par l'ancien président du Yémen, M. Abdullah Saleh. Vous avez aussi récemment l'ONU qui a en fait signé un accord ou signé une résolution comme quoi le bombardement du Yémen était toléré. Et vous avez eu, malheureusement, la Russie, la Chine
La Chine qui a voté. Donc la Chine et la Russie, en fait, se sont abstenus de voter contre la résolution. Et M. Larouche a dit, après ça, il a dit, ça c'est la même erreur que les Russes et les Chinois ont fait lors de l'invasion du bombardement de la Libye, donc en 2011, où les Russes et les Chinois n'avaient rien dit. Ils disaient, bon, allez-y, faites vos dégâts. Et la destruction politique et la création du chaos en Libye a en fait aidé à décupler les forces de l'État islamique, Al-Jabhat al-Nusra, les différents groupes islamistes terroristes, qui ont pu mettre la main sur les armes libyennes et commencer à distribuer ces armes-là à travers le Proche-Orient, notamment le nord de l'Afrique, et qui a vraiment donné un boost à ces factions terroristes islamistes. La raison pour laquelle je parle de ça, c'est qu'aujourd'hui, certains d'entre vous ont entendu parler du fameux cas des naufrages dans la Méditerranée. Vous avez des gens en fait qui fuient les conditions créées par Obama et l'OTAN, des conditions créées justement dans cette région-là, dans le nord de l'Afrique. Et ce qui se passe, c'est que vous avez des milliers de personnes qui tentent de traverser la Méditerranée et qui meurent de ça. Vous avez aussi du trafic humain qui se fait. Les gens veulent tellement quitter, on les met dans un bateau et le bateau finalement s'en va les vendre comme esclaves ou comme esclaves. Et la réponse de l'Europe, et ce qui a amené en fait M. Cheminade, Jacques Cheminade de France, qui est en fait notre représentant du mouvement Larouche là-bas, qui est un ancien candidat présidentiel, lui disait qu'en fait c'est l'Europe qui fait naufrage. L'Europe qui fait un naufrage moral. Seule l'Italie a tenté de porter secours aux gens qui quittent cette région-là. Donc l'Italie, avec une politique justement de sauvetage, donc a permis de sauver durant l'année 2014 environ 100 000 personnes. Ce qui s'est passé par la suite, c'est que l'Europe, qui avait une politique maritime militaire, qui est la politique de Triton. Et ça, la politique de Triton, ça dit, ben, les bateaux européens se tiennent près de la frontière de l'Europe, et on essaie de regarder le moins possible ce qui se passe près de la frontière là-bas. Donc, on essaie de simplement ne plus regarder le problème, d'où la raison pour laquelle Cheminade parle d'un naufrage de l'Europe, un naufrage moral. Donc, on fait semblant que le problème n'est plus là. Et l'Italie se fait dire par l'Europe, arrêtez votre politique, suivez la politique européenne. Et donc, on parle donc des centaines de milliers de personnes qui quittent la région. Et c'est évident que la solution à ça, ce n'est pas à l'Europe d'accueillir toute la population de l'Afrique du Nord, évidemment. Donc, une question de développement économique que je vais adresser dans mon autre point. Mais je voulais juste, avant de donner ce nouveau point-là, juste qu'on pense un peu à ces événements, qu'on parlait du génocide arménien ou de la Deuxième Guerre mondiale. Quand on parle de la Deuxième Guerre mondiale, on parle, par exemple, au niveau des Soviétiques, on parle entre 20 et 25 millions de personnes décédées en l'espace de quelques années. Le génocide arménien, 1,2 million de personnes. Évidemment, la situation juive avec 6 millions. On peut aussi parler de la situation en Afrique, dans la République démocratique du Congo, le génocide rwandais, etc. Donc on parle vraiment d'une... C'est toujours des chiffres qui sont un peu difficiles à imaginer, mais c'est vraiment une politique de dépopulation. On ne parle plus de... on ne parle pas d'un jeu d'échecs, une partie d'échecs avec des gens tellement stratégiques que finalement on évite les morts inutiles. Non, c'est vraiment... on pourrait aussi parler de la Première Guerre mondiale. Le point que M. Larouche fait, c'est que c'est une politique de dépopulation. C'est ça l'intention. C'est vraiment réduire la population à un niveau le plus bas possible, entraînant ainsi
fait, une destruction totale de l'économie, parce que, comme on va le voir, la vraie politique de génocide, c'est toujours à travers l'économie, c'est ça le plus efficace. Pas juste le conflit. Évidemment, un conflit nucléaire, on s'entend que c'est la fin de tout, mais dans le cas, c'est-à-dire en fait, une politique de dépopulation va fonctionner quand on a une politique d'interdiction au développement. On donne aux nations, on leur donne un ultimatum, on dit si vous développez, on s'en vient chez vous, puis on va we're gonna rock the boat. Vous allez faire partie de la liste des ennemis. Alors, donc, ce qui m'amène à discuter du cas de la Californie. La Californie, récemment, on a eu une déclaration des scientifiques de la NASA qui disait qu'il restait environ 1 an de réserve d'eau en Californie. Californie qui parle de la 5e ou de la 7e économie mondiale, juste en tant qu'État, un très grand producteur de nourriture, et un État qui est en train d'être dominé par une faction fasciste verte qui est en train d'imposer une politique de conservation de l'eau. Ça peut sembler anodin, mais oui, il faut conserver l'eau, c'est bien. Mais quand il n'y en a plus, tu peux conserver toute l'eau que tu veux, ça ne va jamais résoudre le problème. Et ce qu'on va avoir, c'est un phénomène de désertification, comme le Canada, par exemple, a connu dans les années 20, dans les années 30, où sans intervention humaine, un endroit comme les prairies canadiennes, plutôt que de nourrir des millions de personnes à travers le monde, ce serait un simple désert, désert ingérable. En fait. Donc, la politique de notre mouvement américain maintenant, en fait, du mouvement, je dirais, à l'échelle internationale, et Jason Ross va parler beaucoup plus de ça tantôt. Mais on est dans une politique où on veut en fait contrôler le climat. Qu'est-ce que ça veut dire? Notre mouvement récemment, on a fait une entrevue avec le scientifique russe nommé Sergei Koulinets. Il a dit, mettons un terme au désert, le contrôle atmosphérique. Parce que quand vous avez plus d'eau dans des régions comme la Californie, notre mouvement, par exemple, a fait la promotion de plusieurs projets de transfert d'eau, en fait, à partir du Canada en Californie et le nord du Mexique, projet Nahuatl. Cependant, c'est un projet de très longue haleine, plusieurs années avant que l'eau arrive. Donc, notre mouvement a fait la promotion, évidemment, de la désalination d'eau. La côte californienne pourrait mettre plusieurs dizaines de centrales de désalination d'eau à l'énergie nucléaire, pour vraiment désaliner des quantités sérieuses d'eau. Aussi les technologies de produire une précipitation atmosphérique, donc les techniques qu'on appelle d'ionisation atmosphérique, qui sont utilisées de manière quand même assez réussie au Mexique, en Australie, en Israël, surtout ces endroits-là. Et M. Koulinets, en fait, parle de, et c'est j'aime bien toujours amener ce paradoxe-là, parce que M. Koulinets, on avait couvert un peu ses travaux sur, en fait, les prévisions sismiques. Donc, comment prévoir l'arrivée d'un tremblement de terre. Et ces recherches n'étaient pas, en fait, basées sur une étude de la croûte terrestre ou des différentes couches de la croûte terrestre, mais en fait, de ce qui se passait dans les différentes couches de l'atmosphère, dont la ionosphère, et de voir, en fait, qu'il y avait certaines ionisations, certaines émanations de gaz de différents types d'ionisation dans l'atmosphère, qui en fait précédaient des tremblements de terre comme celui au Japon et celui en Mexique. Donc le cas de l'interdiction du développement, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, c'est pas juste qu'on interdit certaines infrastructures, on interdit certains médicaments, mais on veut interdire, en fait, la créativité humaine. Donc, vous avez quelqu'un qui dit, comme M. Koulinets, qui dit on peut prévoir les séismes, on peut contrôler l'atmosphère, mais il faut un nouveau type d'économie, il faut un nouveau type de science. Et le mouvement fasciste vert va dire l'être humain
ne devrait pas faire ça. On n'aurait jamais dû développer la Californie. C'est une erreur. La Californie, comme le dit le gouverneur de la Californie, vous savez, la Californie, au début, c'était simplement censé éviter 300 à 400 000 personnes, mais on est rendu 38 millions. Il va falloir s'ajuster. On va retourner à 500 000 personnes. C'est une politique de dépopulation. Et les mouvements verts sont les plus enthousiastes sur cette idée-là. Pas qu'ils connaissent vraiment. Leur idée, c'est pas de savoir comment le faire, c'est juste de le promouvoir et de promouvoir cette idée justement bestiale de la vie. Et juste pour vous donner un peu un sens, quand on parlait tantôt de ces génocides, si on regarde les récents tremblements de terre, on a eu celui au Népal, où maintenant on parle d'environ 6 000 morts jusqu'à maintenant. On a eu celui du Japon en 2011, où 20 000 personnes ont péri à cause du tsunami, pas à cause de l'énergie nucléaire, le tsunami. Et en Haïti en 2010, qui était le tremblement de terre le plus dévastateur, donc on parle entre 250 000 et 300 000 personnes mortes en l'espace de quelques heures. Donc vous voyez que si vous voulez, en fait, les tremblements de terre, c'est un problème dont il vaut la peine de s'occuper. Parce que c'est très mortel. Et si en plus on peut les éviter, eh bien, pourquoi justement ne pas les éviter et permettre en même temps à l'économie en soi de faire un bond qualitatif. Évidemment, là, on parle d'une économie basée sur le développement spatial, le développement des satellites, amener l'être humain plus loin justement dans sa compréhension, non simplement des phénomènes terrestres, mais des phénomènes solaires et galactiques. Donc, comme ça, on va en parler tantôt, comme notre mouvement en a parlé beaucoup, la question de l'eau, c'est pas juste de ramasser l'eau qui tombe sur le sol, c'est en fait de connaître les différents cycles, les cycles du Soleil, les cycles de l'orbite de la Terre, les cycles galactiques, le fonctionnement des rayonnements cosmiques sur la Terre, la création des nuages, etc. Donc, c'est assez poussé. Donc voilà, ça c'est un document, A New Perspective on the Western Water Crisis, un document très important écrit par un de nos collègues, Benjamin Tennyson, sur justement l'approche, je dirais l'approche galactique de l'eau. Donc, je vous donne un peu une idée. Vous voyez que l'eau qui s'évapore de l'océan, en très grande partie, retombe dans l'océan. Donc, le soleil, qui est un phénomène qui crée en fait une désalination naturelle. Donc, avec l'eau qui s'évapore, le sel quitte. Cependant, l'eau retombe dans les océans et très peu se ramasse sur les continents. Et une grande partie de cette eau-là, en fait 40% environ, va retomber dans les océans par la suite après une première évaporation. Donc, on a le soleil, on a le rayonnement galactique qui fonctionne dans tout ça. Donc, par exemple, quand on parle du projet Nawapa, on est toujours dans le niveau du continent, de l'eau sur le continent. Alors qu'en fait, la vraie ressource en eau, la vraie ressource hydrique, se situe en fait dans l'atmosphère, où on estime qu'il y a de 10 fois la quantité d'eau dans l'atmosphère qu'il y a sur le continent lui-même. Regarde les grandes rivières sur les continents. Donc, ce qui m'amène en fait à poser une question un peu plus large par rapport au danger de guerre, par rapport à une politique de dépopulation, qui est en fait de se demander, non pas, on voit ça beaucoup dans notre travail politique, où les gens s'obstinent, discutent, débattent sur les différents systèmes politiques, que ce soit communisme ou libéralisme ou whatever. Mais en fait, la vraie question, et c'est une question en fait qui est très bien démontrée dans cet article de notre magazine anglophone Executive Intelligence Review. Donc, la bataille de Manhattan pour la liberté humaine contre les puissances esclavagistes de la Virginie. Donc, l'esclavagisme est évidemment un très gros enjeu dans l'histoire des États-Unis. Mais, en fait, un article qui pose la question à savoir
Comment est-ce qu'une société peut se doter d'une véritable direction pour l'amélioration, non seulement du pays, mais de la population même. L'amélioration, en fait, des qualités de vie des individus et de cette créativité humaine, qui est en fait la grande ressource de l'économie. C'est pas juste l'eau, c'est pas juste les minerais, c'est en fait la créativité humaine. Dans cet article-là, que tout le monde devrait lire, en fait, oui, il est question d'une bataille d'un groupe, surtout de 4 individus, mené par Alexander Hamilton, qui est l'ancien secrétaire au Trésor, le premier secrétaire au Trésor des États-Unis. Une bataille pour une banque nationale, une bataille pour mettre un terme à l'esclavage, une bataille pour des grands projets de canal dans ce contexte-là, au début du 19e siècle. Et la question, justement, demeure, parce que vous avez un débat, par exemple, sur l'esclavage, vous avez un débat sur est-ce qu'on devrait apprendre aux personnes noires, est-ce qu'on devrait les interdire, est-ce qu'ils sont vraiment des citoyens, parce que quand on regarde la Constitution, c'est la Constitution où les esclaves étaient considérés comme étant le 3/5e d'un citoyen. Ça, c'était un truc pour donner plus de droits de vote aux gens du Sud pour l'esclavage, parce qu'il y avait des esclaves. Et en fait, justement, le groupe de 4 discute, pourquoi 3/5e, pourquoi pas des individus au complet? Parce que vous êtes un 3/5e de l'individu, mais en même temps, vous êtes une propriété d'un autre individu, ce qui ne fait pas vraiment de sens. Donc, la bataille était très dure des deux côtés. Donc, on voulait mettre un terme à cet esclavage-là, qui fait que, oui, la date exacte, mais je pense qu'on parle des années 1840, où en fait l'esclavage, déjà à ce moment-là, avait été. Ah non, même avant ça, mais j'ai oublié la date exacte. Mais bon, par exemple, l'esclavage, à un certain point, était banni à partir du nord de la ville de Maryland, ce qui est un petit peu plus au nord que la. Si vous imaginez les États-Unis, au centre-est des États-Unis, donc au nord de ça, l'esclavage était déjà banni. Donc il y avait un avancement qui se faisait. Mais la question demeurait toujours. C'est pour ça que la question de banque nationale, la question de grands projets était toujours présente. Parce que la question, comme on le voit un peu ici, quel est le futur de l'humanité? Ce qui m'amène à mon dernier point, parce que depuis déjà plusieurs années, le mouvement Larouche s'éreinte à parler des nations du BRICS, surtout depuis 2013, où la Chine notamment a adopté directement la politique de la nouvelle route de la soie, défendue par notre mouvement et par Joseph Larouche dès les années 96-97, dans lequel il était question d'une vraie route de la soie, d'une route de la soie qui se connecte à l'Amérique du Nord, dans lequel on a des corridors de développement. Donc, c'est pas juste un train, c'est pas juste une espèce de libre-échange, c'est une question de production industrielle, production culturelle et d'échange, justement, entre un paquet de, je ne sais pas combien de cultures différentes là-dedans, mais le but, c'est de recréer cette route de la soie qui, en fait, devient le fondement du développement de l'espèce humaine. Évidemment, la route de la soie, c'est pas juste une question de l'Eurasie, c'est une question du monde. Et c'est maintenant la politique, quand on regarde la politique de la Chine, donc ça, c'est une carte qui a été mise ensemble par le Wall Street Journal, différentes sources, le département de la Défense, Gazprom, les Nations Unies, etc., pour démontrer, en fait, une route de la soie aussi maritime. Vous voyez que la Grèce, en fait, devient un port très important de cette route de la soie-là. Il y a différentes connexions. Gaz naturel, pétrole, chemin de fer, etc., etc. Donc, c'est dès 2013 où la Chine a adopté cette politique de la nouvelle route de la soie. Et la politique gagnant-gagnant, défendue toujours par le mouvement Larouche, et comme on dit, une nouvelle route de la soie devient le pont terrestre mondial. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'on a des gens
population qui a vraiment été brainwashée, lessivée du cerveau, comme on dit en français, sur la question de, je dirais, du bon versus le mauvais en termes politiques, en termes, si on veut, d'intention politique. Pour beaucoup de gens, c'est simplement impossible de penser qu'une nation pourrait vouloir le développement d'une nation autre que la sienne. Comme quoi, il y a toujours cette idée de manipulation, de déception, de mensonge. Comme quoi, c'est toujours cette espèce d'idée qu'on fait quelque chose pour soi-même en premier et pour les autres par la suite. En fait, c'est tout à fait faux. Et quand on regarde l'histoire, quand on regarde on regarde la fin de la guerre de 30 ans en Europe, c'est en fait une guerre de plus de 100 ans, avec le fameux traité de Westphalie, mais on se rend compte que une minorité de dirigeants ont réussi, à travers plusieurs années, à imposer une nouvelle logique, la logique du bénéfice de l'autre. Donc, imaginez, vous vous tapez sur la tête pendant 150 ans, il y a quelqu'un qui va vous dire que votre intérêt maintenant se situe chez celui sur lequel vous avez tapé pendant 100 ans. Donc, c'est des révolutions. Mais en même temps, la créativité humaine permet de comprendre que c'est ça vraiment la vraie politique de développement. On ne se développe jamais simplement parce qu'on a un ennemi. Si votre ennemi, c'est une autre nation, vous faites erreur. Si votre ennemi, c'est la pauvreté, là, on est en business. Si vous voulez réduire, et c'est là où l'Inde, monsieur le Premier ministre Modi, qui est là, M. Harper, M. Modi était présent début avril, je pense, qui était au Canada. La mi-avril, oui. Avant, il était allé en France et en Allemagne pour discuter de développement, discuter surtout de développement nucléaire. Le Canada qui a échangé de ça déjà plusieurs années les technologies canadiennes en Inde. Donc, les Indiens ont la technologie canadienne. Cependant, l'Inde a besoin de ressources naturelles, a besoin d'uranium et aussi a besoin potentiellement du dernier réacteur canadien, qui est le réacteur Candu 3+, le troisième modèle plus, c'est en fait la différence, c'est la capacité. On a une capacité de 1200 MW plutôt que l'ancien modèle de 700 MW. Évidemment, l'Inde, avec 1,2 milliard de personnes. En fait, l'Inde, ce qu'elle a fait, elle est allée voir la France, l'Allemagne et le Canada, elle a cogné à la porte, elle a dit on a besoin de 100, 200 centrales nucléaires pour hier. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous aider? Et M. Harper, dont la contribution à l'espèce humaine est de savoir bien se peigner, se trouve dans une situation où il est forcé en fait à faire quelque chose de bien, qui est en fait de relancer le secteur du nucléaire canadien, qui peut jouer un rôle, par exemple, très clé dans, par exemple, la technologie de désalination d'eau. Il pourrait non seulement résoudre le problème de la Californie, mais aussi résoudre le problème du nord de l'Afrique dont on a parlé au début. Donc, le nord de l'Afrique a beaucoup de réserves souterraines d'eau. Avec la désalination d'eau, on arrive à en fait, vraiment reverdir le désert du Sahel, le désert du Sahara. Vous voyez ici, c'est M. Harper qui remet en fait, un artefact vieux de 900 ans. C'est un artefact indien. J'ai oublié, c'était le morceau d'une église ou quelque chose comme ça. En fait, c'est un artefact vieux de 900 ans. Ça, c'est un pour le fait. Donc, évidemment, c'est pas suffisant de juste dire ben, l'Inde va venir cogner à notre porte, la Chine va venir cogner à notre porte pour changer notre direction. Le Canada est dans une politique de confrontation avec la Russie maintenant. Mais il y a moyen, malgré ce problème-là, d'activer les factions populaires, les factions politiques, scientifiques, technologiques, etc. Les factions aussi au niveau des industries, pour en fait briser avec la logique actuelle et reconnaître qu'en fait notre intérêt se situe, comme ça a été dit à l'époque du Westphalie, notre intérêt se situe dans le développement
des autres. Et c'est là le paradoxe pour beaucoup. Surtout quand la Chine, je vais donner un peu l'exemple de l'Afrique, en fait, la seule chose qui relie les villes africaines ces temps-ci, ce n'est pas les chemins de fer, c'est les famines, les maladies et les guerres civiles. Donc la Chine, qui, l'on voit ici, dès le 29 janvier de cette année, la Chine et l'Union africaine veulent relier les métropoles du continent. Donc il y en a un projet massif de connexion entre les capitales africaines. Projet qui est discuté déjà depuis au moins plusieurs mois, et sûrement peut-être plus longtemps que ça. Mais la question demeure, pourquoi est-ce que la Chine voudrait développer les chemins de fer de l'Afrique? Et là, ce qu'on voit ici, on voit les chemins de fer actuels en Afrique, et ce que la carte ne dit pas, c'est qu'en fait, ces chemins-là sont en général incompatibles les uns avec les autres. C'est un cadeau du colonialisme européen. Donc la Chine, qui semble avoir compris le point très important que l'économie, ce n'est pas une question juste de ressources. Par exemple, beaucoup de gens du continent africain vont nous dire qu'au sud du Congo, vont dire que les ressources naturelles, en fait, c'est un cadeau empoisonné. Parce que tout le monde vient les détruire pour les ressources. Mais le point, c'est que si vous amenez des technologies, si vous promeuvez, faites la promotion du développement de la créativité humaine, donc les technologies, les sciences, etc. D'où la nécessité de construire ce chemin de fer-là pour vraiment avoir un vrai réseau africain qui se développe. Le chemin de fer, c'est pas juste pour les touristes. C'est pour relier en fait, le peuple africain, pour avoir une union dans le continent pour le développement économique, pour le développement de la population. Donc, quand la Chine parle de faire ce genre de projet-là, on se pose la question tout de suite à savoir, on doute qu'il y a quand même une intention tout à fait différente de la politique européenne qu'on a vu en fait dans les dernières centaines d'années. Ces images-là viennent-elles du document en question? Non, ça j'ai simplement cherché sur Internet. C'est une carte qui était sur un site. De Nouvelle-Afrique. Donc, je reviens à ma question du départ. Quelle est, en fait, la question que j'ai amenée plutôt vers la fin, la question à savoir, quelle est la direction, quelle est la dynamique qu'on va créer pour les prochaines années? C'est là vraiment où on se situe. En fait, la vraie question qui va décider si on a un avenir ou pas. Parce que si vous commencez à regarder tout, si vous allez chercher le pays ou le dirigeant qui est parfait et qui flotte dans les airs tellement il est beau, ça ne marche pas comme ça. On a une situation très chaotique, on a un danger de guerre mondial, comme on a aussi un potentiel pour le développement mondial sur en fait, plusieurs générations. Donc, et c'est là que je vais ouvrir pour la présentation pour Jason, qui va aller plus dans la question de l'économie. L'économie prométhéenne, c'est ça comme ça.